m'appelle Fabrice Auberti, je suis enseignant en lettres, en français. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'enseigne le français. J'ai aussi bien fait du collège, du lycée professionnel, dans diverses académies. J'ai surtout eu la chance de pouvoir intégrer un projet expérimental qui s'appelle toujours le CLEF, c'est-à-dire le collège-lycée expérimental Freinet, qui a démarré à La Ciotat, qui a démarré au collège et qui a donc démarré au lycée. Et j'ai eu la chance de participer, on va dire, à sa création et puis de pouvoir y être pendant 2 années qui ont été très riches justement au niveau de tout ce qui était à la fois la pédagogie Freinet, mais en même temps plus largement aussi de la pédagogie coopérative. Après, par la suite, j'ai muté, j'ai bougé dans différentes académies, mais c'est vrai que cette expérience au CLEF, elle est restée assez prégnante. Au sens où maintenant, je ne me vois pas enseigner différemment que d'une manière coopérative. C'est pour ça que quand je suis arrivé dans des nouveaux collèges, bien sûr, il n'y avait pas toute l'équipe parce que monter un projet coopératif, c'est un travail d'équipe aussi avec beaucoup d'enseignants, avec des parents d'élèves, avec l'institution, aussi bien le rectorat. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de monde autour. Et c'est vrai qu'après, quand on sort un petit peu de tout cela et qu'on commence à arriver dans un collège, il y a plein d'expériences, il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'on redémarre de zéro. Et puis, justement, la question que je me suis posée, c'était comment arriver à continuer là-dedans. Et c'est pour ça que là, depuis maintenant 8 ans, je travaille en îlot, beaucoup en îlot. Et là aussi, en 8 ans, les choses ont avancé assez grandement, on va dire, par rapport à ce travail en îlot. Après, je n'ai pu l'expérimenter qu'au collège, ce travail en îlot, alors qu'au CLEF, j'ai pu être à la fois sur le collège et sur le lycée. Et c'est vrai que là, j'aimerais arriver à pouvoir travailler davantage encore ce collaboratif en îlot au lycée pour voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que je pense très, très sincèrement qu'au lycée, et là, je parle dans ma discipline, hein, mais même dans d'autres disciplines, il y a des grosses ouvertures possibles justement du travail collaboratif pour avoir vu déjà ce que ça pouvait donner sur le terrain du collège. Voilà. Alors, moi, ma première question, Fabrice, c'est qu'est-ce qui te motive à travailler en pédagogie coopérative? Pourquoi tu dis que tu pourrais plus faire autrement? À quoi ça correspond? Voilà. À quel besoin, en fait, ça correspond chez toi? Le premier des besoins, en fait, c'est de ne pas être un enseignant bavard. C'est-à-dire que, on sait bien que la posture de l'enseignante, encore en France, hein, digne héritage des jésuites, il y a les élèves d'un côté, il y a l'enseignant de l'autre. Il y a une espèce de distance comme celle-là et qui fait qu'on est resté parfois souvent dans le cours magistral. Alors, je ne dis pas que le cours magistral et la manière de faire un cours magistral, n'est pas utile. Au contraire, à des moments, elle est utile. C'est juste qu'à un moment, je me suis aperçu que on perdait l'attention des élèves, on perdait la participation des élèves et puis, je me suis aperçu, même moi, quand je me retrouvais en tant que stagiaire, que j'avais de plus en plus de mal, en fait, à rester inactif. Alors je ne sais pas si c'est un phénomène de société, si on a besoin à l'ère des réseaux sociaux de pouvoir toujours intervenir, mais de ne plus rester, passif. En tout cas, moi, le gros besoin dans un premier temps, c'était, de moins être présent, on va dire, avec mes connaissances. Parce qu'en fait aussi, on est dans un univers maintenant où ces connaissances, elles sont beaucoup plus accessibles qu'elles pouvaient l'être avant grâce à internet. Donc en fait, on n'est plus forcément que dans le savoir, même si c'est pas parce que des élèves ont internet, hein, que forcément ils vont aller vers, le savoir qu'il faut et qu'ils vont savoir, enfin ils vont trouver le bon endroit pour ce savoir. Je me suis plus concentré sur les savoir-faire et les savoir-être aussi. Parce qu'en fait, je me suis aperçu aussi que le meilleur moyen d'arriver à peut-être comprendre comment on peut travailler, comment se mettre au travail, comment s'organiser, c'était aussi donc ces savoir-faire et ces savoir-être, c'était aussi en arrivant à échanger entre les élèves. Parce que il y a une vingtaine d'années, quand je laissais l'initiative à des élèves de faire le cours, moi en l'occurrence c'était des cours de grammaire, hein, je parle il y a 20 ans, j'étais jeune contractuel, je démarrais dans les Alpes de Haute-Provence et je me souviens que dans une classe de sixième, un élève m'a dit: «Monsieur, est-ce que je peux faire le prochain cours de grammaire?» Et puis je lui ai dit: «Oui, vas-y, banco, vas-y». Et je me suis aperçu en fait que, un élève qui, prenait la place de l'enseignant, malgré des défauts, sur les connaissances, malgré, d'autres choses, eh bien, il était davantage écouté parce que voilà, on était à même niveau. On a beau être assez proche de ses élèves, on a beau faire en sorte, de réduire un petit peu le fossé entre l'élève et l'enseignant, malgré tout, la parole de l'élève entre eux et on va dire ce qui s'installe entre pairs, hein, P-A-I-R-S, justement, là, c'est beaucoup plus écouté et
petit à petit, ce cheminement de réflexion entre ce souvenir que je viens d'évoquer et puis la lecture aussi d'un ouvrage de Marie Rivoire sur les îlots bonifiés et puis forcément mon expérience au CLEF, tout ça, on va dire, amalgamé, a fait qu'à un moment donné, je me voyais plus du tout travailler de manière, on va dire, traditionnelle en cours magistral. Et en plus, par l'expérimentation que j'ai des îlots, c'est-à-dire les élèves se retrouvent par groupe de 3. Maintenant, je suis vraiment sur des groupes de 3 parce que 2, c'est intéressant, mais le binôme, il n'y a pas assez d'échanges. 4, ça commence à être un petit peu nombreux. 5, c'est beaucoup trop nombreux, donc la parole se dissout. Et bien d'être dans des îlots de 3, je me suis aperçu en fait que rien que l'élaboration d'un travail entre eux me faisait déjà gagner du temps, même si un travail collaboratif pour certains et certaines ils ont une impression d'être chronophages parce que bien sûr, toi, quand tu dispenses ta connaissance en cours, ça peut aller très vite, hein. Je te donne la connaissance, je t'entraîne, allez, en 1 heure, on a peut-être fait une notion. Quand tu le fais de manière collaborative comme moi, dans un travail en îlot, tu sais que ça peut prendre déjà 1 heure, rien que la discussion, on va dire, entre eux. 1 heure et puis après, on peut arriver à réduire justement, par rapport à différents outils qu'on peut mettre en place pour accélérer ce temps. Mais il est évident, si tu veux, que maintenant, je ne me vois pas enseigner sans que d'abord l'élève et les élèves entre eux aient coopéré pour arriver à comprendre ce arrive dans le cours. D'ailleurs, parfois, je peux leur donner sous forme d'énigmes, parfois, je peux leur donner, en grammaire par exemple, toujours, hein, des listes de mots et pourquoi le prof a donné ces listes de mots. Donc, tout de suite, on est dans une démarche active. Ça peut être sur un texte, quand on part de différentes impressions sur un texte et que pourquoi le prof a donné ce texte, pourquoi on étudie ce texte. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Qu'est-ce qui renvoie comme message? Voilà. Si d'abord il y a cette discussion entre élèves, si d'abord il y a cette coopération entre élèves, eh bien déjà, tu as un climat de classe qui est davantage motivé. Tu as un climat de classe qui est au travail. Parce qu'en fait, si au début du cours, tout de suite, on donne de l'activité, on donne de quoi produire. Ça, c'est ce qui m'est resté de mes années au CLEF, hein, en Freinet, hein. Célestin Freinet, il n'avait pas peur d'utiliser le terme d'être productif. Un terme qui maintenant a des connotations économiques gênantes. Et je le comprends tout à fait, mais on peut récupérer certains termes qui ont été pris par d'autres personnes. Un élève, effectivement, il faut qu'il produise. Il est là, il est en cours, il faut qu'il arrive à faire de l'écrit. Là, je parle pour ma discipline, mais pour d'autres, ça peut être sur des recherches scientifiques. Il faut véritablement qu'il arrive à acquérir ses connaissances, il faut qu'il arrive à nous montrer qu'il les connaît, et puis qu'il arrive à les utiliser, puis qu'il arrive à les réutiliser parfois dans d'autres contextes. Donc l'élève doit être productif, il doit produire de l'écrit, il doit produire de l'oral, il doit produire de la connaissance, il doit produire des savoir-faire, et puis petit à petit même, il doit les produire devant les autres. C'est pour ça que c'est important ce travail collaboratif au bout d'un moment, qui est certes, le professeur nous donne des choses, mais je peux aussi, moi-même en tant qu'élève, amener des notions, des idées, des documents utiles pour le reste de la classe. Exemple très concret et pratique qui m'est arrivé encore il y a 2 jours. En cinquième, on est en fin d'année scolaire en français, histoire d'aborder, on va dire, quelques notions pour l'année prochaine en quatrième du programme de français sur les médias. Je travaille beaucoup sur les fake news. En plus, ça avait émergé d'une remarque d'élèves par rapport à une vidéo qui avait été truquée et qui montrait quelque chose de violent. Il y avait eu une discussion, alors qu'on n'était pas parti là-dessus, on était sur un compte qui s'appelle, enfin un lait de Marie de France qui s'appelle Bisclaveret, où il y a une scène plutôt violente et il y avait une interrogation sur cette violence. Je pars de ce que dit l'élève, ça collabore aussi, hein, l'élève m'apporte quelque chose. Je le réutilise après, moi, dans mon cours, puisque j'étais en fin de chapitre, je pouvais un peu plus rapidement aborder cette notion de fake news. Et là, une élève, par rapport à une vidéo que je leur montre et en leur disant, mais comment je fais pour savoir si cette vidéo est vraie et fausse, en tout cas elle est virale, elle se diffuse très très rapidement, comment je fais? Eh bien là, l'élève a commencé à réfléchir à des outils de son côté, elle m'a envoyé ça par le NT. Bon, le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? J'affiche le travail, la recherche qu'elle a faite, elle passe au tableau, elle dit aux autres un petit peu tout ce qu'elle a fait. Il y a une émulation qui se met en route. D'autres élèves, justement, derrière, se sentent eux aussi, on va dire, plus légitimes pour faire des propositions en disant, voilà, moi de mon côté, j'ai fait ça, ça, ça. Et en fait, tu t'aperçois, toi, dans ta posture d'enseignante, que tu te mets un petit peu en recul. Non pas que tu as laissé le cours aux élèves, parce que moi là-dessus, je suis très clair, hein. Je veux dire, je suis l'enseignant, je suis dans le cours, vous êtes sous ma responsabilité et c'est moi qui coordonne, mais j'utilise volontairement le terme de coordination, voire même celui d'animation, parce qu'il ne me fait pas peur ce terme d'animateur, hein. On n'est pas des gentils organisateurs comme au Club Med, hein, mais on est au contraire des organisateurs et des animateurs, au sens où
ce qui est apporté par l'élève, produit par l'élève, qui est utile dans ton cours parce que toi, le professionnel, tu sais que ça s'intègre dans ton point de programme et que derrière, il y aura des notions et des compétences que tu pourras à un moment donné retester et valider par rapport au cursus de l'élève dans l'institution qui est donnée par rapport au programme, on est bon. Simplement, la grande différence, c'est qu'une grosse partie du contenu a été produit par l'élève et comme l'élève le propose aux autres, eh bien, il y a comme ça une émulation entre pairs qui est beaucoup plus pratique. Et limite, au bout d'un moment, il y a une espèce de tutorat aussi qui peut se mettre en route quand il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore bien compris la démarche sur une notion donnée et que bah, c'est l'élève qui le prend en charge. Et moi, dans mon cours, bah, ça me permet d'avoir comme ça des tuteurs qui vont aller vers certains élèves pendant que je peux plus précisément m'occuper d'élèves en très, très grande difficulté. Donc, ça me permet à ce moment-là aussi de différencier. Mais ça, ce sera certainement un autre passage. Comment aussi la pédagogie coopérative me laisse du temps dans l'organisation de ma classe pour aller davantage vers des élèves qui ont réellement besoin de toi en tant qu'enseignant, c'est-à-dire qui ont vraiment besoin là d'être, comment dire? Heu, j'ai le terme coaché qui m'arrive, alors je vais faire attention parce que dans le milieu enseignant, il y a des termes comme ça très connotés qui peuvent gêner au niveau de l'oreille, mais qui vont véritablement faire le rôle de professeur, c'est-à-dire accompagner. Accompagner, aider et c'est vrai que souvent on entend sur le terrain et c'est tout à fait légitime, hein, «J'ai pas le temps pour différencier, je ne sais pas comment je vais faire pour différencier, je suis complètement perdu». Enfin, c'est normal et même moi qui dis cela, je veux dire, tout dépend du contexte de ma classe et comment l'activité est apprise pour arriver justement à me dégager ce temps, hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai toutes les solutions miracles et que tout fonctionne toujours comme il faut. Simplement, je sais et je suis convaincu que la pédagogie coopérative, elle fonctionne parce que si on utilise le terme que de coopératif et qu'on le met dans des univers professionnels, qu'on le met dans, des clubs, qu'on le met dans des associations, qui n'ont rien à voir avec de l'enseignement, on s'aperçoit bien que cette coopération, elle fonctionne. J'irai même plus loin, une coopération entre des pays, bah, ça permet justement d'avoir quelque chose de moins, comment dire? D'avoir une vraie discussion. Je veux dire, de la diplomatie, c'est de la coopération et on n'est pas obligé d'être d'accord d'ailleurs, puisque pour revenir à la classe, le mode coopératif, c'est aussi s'apercevoir, comprendre que quand on vit en société, et là la classe est une espèce de micro-société, on n'est pas obligé d'être d'accord tous ensemble. On peut avoir du désaccord, mais par contre on se le dit, on en discute. Et c'est pour ça que je dis aussi que la pédagogie coopérative, elle est importante sur les savoir-être. J'ai beaucoup là expliqué, on va dire, sur des savoir-faire, mais par rapport à des savoir-être, c'est apprendre à vivre aussi en société. Et en îlot, par exemple, j'ai une feuille d'îlot dans laquelle, chaque élève de l'îlot, donc 3 élèves, ont des rôles de secrétaire, des rôles de passeur de parole, des rôles, on va dire, de gestion de matériel. Je vais m'attarder plus sur le rôle de passeur de parole. Le passeur de parole, parfois, dans les îlots, on a l'impression que c'est celui qui va dire aux autres: «Tais-toi». Et en fait, non. Le passeur de parole, mais ça, il m'a fallu des années, hein. Je veux dire, ça fait 8 ans que je travaille sur les îlots. Donc, je veux dire, au départ, j'ai fait, on va dire, beaucoup d'erreurs et je continue encore à en faire certaines quand j'intègre des petites choses comme ça. C'est que, un des écueils, on va dire, qu'il peut y avoir dans les îlots et donc dans la pédagogie coopérative, c'est de s'imaginer qu'à partir du moment où on dit aux élèves: «Allez, coopérez entre vous», tout va se passer comme il faut, tout on va être dans un beau monde idéal. Non, non, je veux dire, ça s'engueule, hein, parfois, et ça peut se déchirer. Donc toi, en tant qu'enseignant, à partir du moment où tu fais de la pédagogie coopérative et à partir du moment surtout où tu travailles en îlot avec des petits groupes qui après vont se ressouder pour, faire tout un groupe classe, tu as intérêt à être très, très sensible à la manière dont ça se déroule dans les groupes et ça, tu as intérêt à vraiment bosser tes savoir-être. Et le passeur de parole, le rôle du passeur de parole, il est, très, très net, au sens où il est là pour réguler cette parole. Si jamais il y a un conflit qui commence à s'installer parce que 2 élèves ne sont pas d'accord, c'est à lui ou elle d'arriver à gérer ça. Par contre, là aussi, on n'est pas dans un univers idéal, ça s'apprend. En début d'année, moi, quand je les ai en sixième, et c'est pour ça que j'aime bien au collège les avoir 2 ans de suite quand même pour arriver à installer ça. Après, il est important qu'ils passent par d'autres professeurs et peut-être même par une autre pédagogie. Après tout, il faut chercher un petit peu, et aller se confronter à diverses manières d'enseigner. C'est vraiment au bout de plusieurs mois que ça arrive à se mettre en place, ce genre de choses. On ne peut pas dire à un élève: «Tiens, allez, vas-y». Parce que le rôle de médiateur,
je veux dire, c'est aussi dans nos compétences en tant qu'enseignant. Et on ne peut pas demander à un gamin qui arrive en sixième ou qui va m'avoir pour la première année en troisième, parce que j'installe la même chose aussi en troisième, de lui dire: «Allez, vas-y, régule les autres. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que ça s'engueule encore dans ton îlot?» Non, 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 ça s'apprend. Et ça s'apprend justement quand on fait un petit focus sur un exemple. Moi, il y a des fois, j'arrête le travail en îlot pour dire: «Attendez, là, on fait un petit focus. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau médiation?» Et là, chacun exprime un petit peu ce qui s'est passé. Je fais le focus par rapport aux autres parce que tout ça, ça s'apprend aussi. C'est pas inné. Moi, j'y crois pas aux choses innées, enfin, j'y crois pas. Et je veux dire, aussi bien les neurosciences que beaucoup d'autres champs disciplinaires montrent bien quand même que le débat de l'inné et l'acquis, enfin, je veux dire, il faut à un moment donné arriver à le dépasser. Il y a des choses qu'on a inscrites génétiquement. Si génétiquement, ce qu'on a d'inscrit, c'est justement les premières années pour un enfant. Alors, c'est peut-être parce que je suis jeune papa aussi que je m'y intéresse davantage, mais on va dire que l'enfant, jusqu'à 3 4 ans, il donne naturellement. Très naturellement. Ça, je veux dire, c'est de l'inné. On est bien d'accord. Et c'est extrêmement positif. Par contre, après, c'est culturellement qu'il va falloir continuer à entretenir ça. Et nous, par exemple, dans une pédagogie coopérative, on a tout intérêt même à continuer justement cette entraide, à continuer cette discussion, parce qu'on le voit bien actuellement dans notre société, on s'écoute plus. On a plus besoin d'avoir des clashs, on a plus besoin de faire des buzz en faisant des clashs, parce que justement, il y a tellement d'infos de partout qui arrivent que pour arriver à se faire remarquer, eh bien, il faut arriver à faire du bruit. Et parfois, dans une classe, on est un petit peu à l'image d'une société, c'est-à-dire que les élèves, à force de voir ça, enfin, je parle des élèves, mais je veux dire, c'est des petits citoyens, quoi, hein, à force de voir ça, bah, ils ont tendance à le reproduire. Et si on ne leur apprend pas, justement, à ces savoir-être, c'est-à-dire on peut bosser ensemble sans s'entendre, on peut bosser ensemble en n'ayant pas forcément les mêmes idées, avec les limites que ça peut avoir. Bon, bah, forcément derrière, si on t'a jamais appris, toi, tu fais que reproduire ce que tu vois autour de toi. Et moi, c'est pour ça aussi que la pédagogie coopérative, j'en suis totalement convaincu aussi pour cet aspect-là. Il n'y a pas le fait simplement, moi, de me taire, ce que je te disais au tout début. Il n'y a pas simplement le fait qu'un élève, à partir du moment où il amène aux autres, on est entre pairs et donc ça se diffuse mieux. Il y a aussi ce troisième élément extrêmement important qui est comment je vis en classe, comment je vis avec les autres, comment je vis, on va dire, dans cet univers classe, mais comment aussi à l'extérieur de la classe, je peux reproduire certainement ce que j'ai appris aussi euh, en classe. Donc voilà, tu vois, ces 3 aspects-là, on est vraiment, le fameux savoir, savoir-être, savoir-faire. On n'en est pas sorti. J'ai appris ça, moi, à l'IUFM il y a 20 ans. Bon, bah, je les garde si tu veux parce que je trouve que c'est pas des gros mots. Parce qu'on a l'enseignant, quand il sort maintenant même de l'ESP ou autre, on est toujours très méfiant de ce qu'on nous amène sur la pédagogie. Après, moi, je me dis toujours qu'on a le droit d'aimer ou pas aimer, mais c'est de savoir s'en emparer. Et puis, même si ça a été quelque chose de négatif, d'essayer d'y voir le positif et de garder à la rigueur que ton positif. Et puis, petit à petit, comme ça, d'agglomérer, de construire. Euh, c'est pour ça que la pédagogie coopérative, elle est importante, mais elle a ses dangers, par contre. Elle a ses dangers. Et là, je renvoie au bouquin de Sylvain Connac, je veux dire, qui est vraiment le monsieur coopératif, enfin, pédagogie coopérative en France. Le petit bouquin qu'il avait fait paraître au Canopé, là, enseigner la pédagogie coopérative, où il montre bien avec des tableaux très très clairs quels sont, on va dire, les dangers du travail en groupe et du travail collaboratif. Et un des dangers dont il parle vraiment de manière très claire et qui est en lien avec ce que je dis par rapport au savoir-être, c'est comment parfois dans ce travail collaboratif et ce travail en groupe, on peut reproduire ce qui se passe parfois dans la société avec ceux qui sont dominants et ceux qui sont dominés. Entre celui qui fait parce qu'on lui demande de faire et l'autre qui est à côté et qui le regarde faire. Donc, faut faire attention aussi à ça. Et je renvoie vraiment à la lecture de Konak parce qu'il a vraiment aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Il y a plein de choses disponibles sur Internet. Faut faire attention à ça. On ne se lance pas en pédagogie coopérative simplement parce qu'on trouve que l'idée de partage, c'est beau, que le fait que les élèves soient plus actifs, c'est ce qu'on veut dans le métier, que on va se dire, bah voilà, on leur apprend à vivre en société aussi, on fait quelque part de la démarche citoyenne. Ouais, mais il faut vraiment faire gaffe, hein, parce que, et je le dis d'autant plus que, encore une fois, j'ai fait des erreurs et il m'arrive encore dans la constitution des groupes de ne pas faire attention à certains paramètres. Et puis surtout, il y en a certains au début d'année que je ne connais pas. Je veux dire, des enseignants qui se lancent à faire du travail de groupe, au début, quand on ne connaît pas les élèves, bah, on fait des assemblages. Je veux dire, on peut utiliser toutes sortes d'indicateurs, hein. Il y a ce qu'on appelle le sociogramme.
Et il y a des gens qui ont fabriqué des petits logiciels pour mettre des paramètres de ce qu'on connaît de l'élève selon sa situation en termes de résultats, de ce qu'on connaît autre, pour arriver à faire des groupes. On peut jouer sur le hasard, hein, un peu comme la démocratie participative. On tire au sort les élèves ou alors on y va un peu au feeling d'après ce qu'on a pu lire un petit peu ou de ce qu'on a pu avoir comme élément d'information. N'empêche, on n'apprend que par ses erreurs. Hein. Enfin, la vie, c'est qu'une suite d'erreurs rectifiées. Donc, ça, il faut faire très attention. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des choses perverses qui s'installent. Alors justement, Fabrice, j'ai un certain nombre de questions à te poser. Il y a une possibilité que tu n'as pas émise, c'est que les élèves se choisissent entre eux. Alors, si, alors j'ai oublié. En Oui, fait, c'est parce que j'ai oublié, tout d'accord. simplement. Non, mais alors là, tu as tout à fait raison. C'est totalement un oubli de ma part. Non, alors ça, assez rapidement, c'est arrivé. Parce qu'au début, ils choisissent parce qu'ils se connaissent. Au début, justement, ils choisissent parce qu'ils se connaissent et ils peuvent avoir les défauts de leur connaissance, c'est-à-dire je vais être à côté de celui que j'apprécie bien, je vais être à côté de celui avec qui je vais pouvoir bavarder, je vais être à côté de celui qui me rassure. Ça, c'est important au début parce que dans un premier temps, ça te permet de savoir qui tu ne mettras plus ensemble et qui tu continueras de mettre ensemble. Et là aussi, je modère quand je dis qui tu ne mettras plus ensemble, c'est qu'il y a des élèves au début qui n'ont pas compris véritablement qu'en fait, si on se met ensemble, c'est pour travailler, et qui le comprennent au fur et à mesure des mois qui passent. Et là, à ce moment-là, il y a un contrat qui va se faire quand ils vont venir me voir en me disant « Monsieur, on a envie de retourner ensemble. On sait qu'on a été bavard. On sait que parfois, quand on est ensemble, on peut très bien dérailler. Mais là, pour le coup, on veut vraiment bosser ensemble parce qu'on s'entend bien et qu'on peut arriver à bosser vite. » Et là, c'est un contrat de confiance qui est prouvez-le moi. Et il y a des fois, ça ne marche pas. Mais assez souvent, ça fonctionne. Et au bout, alors moi, les îlots, ils tournent au bout, quand on arrive à un certain nombre de points verts par rapport à un certain nombre de compétences qui ont été faites par le groupe, parce que je reste quand même dans une logique évaluative. Alors, je sais que chez certains, c'est toujours un petit peu gênant d'évaluer tout le temps, mais c'est vraiment l'évaluation au sens où l'élève peut avoir un retour de savoir où il en est, quoi. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il a besoin de progresser? Et donc, les îlots changent à peu près toutes les 3-4 semaines. Et la deuxième fois, selon si je vois que la classe a une démarche plutôt coopérative, parce que ça, c'est un effet de groupe aussi, là, pour le coup, je demande aux élèves, faites-moi un plan. En plus, les classes se connaissent depuis des années, et si à l'intérieur de cette classe, il y a des élèves qui ont déjà bien compris ce genre de choses, ils vont élaborer leur plan de classe. Et là, dans ces cas-là, ça peut vraiment bien marcher, parce que moi, j'ai la chance de les avoir entre 4 et 5 heures par semaine. Mais il y a des enseignants, peut-être, qui voudront faire du travail collaboratif et qui, par exemple, en art plastique, les ont 1 heure. Éducation musicale, les ont 1 heure, ou même en sciences, les ont que 2 heures. Ce n'est pas suffisant pour connaître un groupe classe, connaître les interactions entre eux. Je dirais même que quand on veut faire vraiment de la pédagogie collaborative, petite parenthèse, il faut vraiment aller se balader dans la cour de récré. Il ne faut pas hésiter à passer en vie scolaire pas par rapport aux sanctions, mais par rapport à ce que les AED voient, connaissent, parce qu'il y a un élève, quand il est dans la classe, en dehors de la classe, ce n'est pas forcément le même. Et moi, toutes ces informations, elles sont importantes parce que, justement, ça me permet, dans la création des groupes, de me dire, tiens, en fait, ces deux-là, ça a l'air de bien se rapprocher. Ça, c'est pour les groupes qui ne seraient pas assez autonomes. Mais il y a des groupes qui se fabriquent de manière très, très autonome et où, alors là, ils proposent constamment des plans. Et là, par contre, pour le coup, je les laisse en roue libre. Alors, moi, j'ai une question à te poser aussi par rapport au choix. Il y a des études sur la motivation et notamment une étude que tu connais, une école Freinet, donc de l'université de Lille 3, qui a suivi l'école de Mons-en-Barœul. Ah oui, oui, Yves Reuter. Voilà, de Yves Reuter, qui a montré qu'en fait, l'équipe donc de Mons-en-Barœul avait remis les élèves au travail en se basant sur le triptyque alors, de la motivation, c'est-à-dire laisser le choix aux élèves, donc laisser le choix aux élèves des personnes avec qui elles veulent travailler, du contenu, du moment, du lieu, instaurer un climat coopératif, donc d'entraide dont tu as parlé tout à l'heure, et puis être dans la zone proximale de développement des élèves. Alors moi, je voulais juste revenir sur le choix. Donc toi, en fait, tu ne laisses pas vraiment les élèves finalement choisir ceux avec qui ils veulent travailler. Tu anticipes en créant des îlots. Et alors moi, ma question, c'est dans ce cas-là, pourquoi ne laisses-tu pas les enfants, enfin les jeunes, se choisir en fonction du travail donné? On pourrait imaginer, par exemple,
Tu dis, bah voilà, je ne sais pas, il y a un exposé à faire, une recherche, etc. Ben, si vous avez envie de travailler tout seul, travaillez tout seul. Si vous avez envie de vous mettre par deux, vous mettez par deux ou par trois, etc. Quel est pour toi, visiblement, tu as choisi les îlots, donc pour toi, qu'est-ce qui est plus intéressant dans ces îlots que dans le choix finalement spontané? Alors, ce que juste pour revenir sur l'étude à laquelle tu fais référence, pour justement après étayer un peu plus mon propos de manière pratique et sur mes choix, on va dire, d'îlots, c'est que Mont-Saint-Barreuil, déjà, on est au primaire. Donc, dans des classes primaires, l'enseignant ou l'enseignante va faire toutes les disciplines et va les avoir toute la journée. Nous, la grosse différence au collège, c'est que ça va être hyper fractionné et donc tu vas les avoir 50 minutes. Donc, dans ce temps de 50 minutes, au début, il y a intérêt à ce que ce soit quand même guidé parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Mais là aussi, rien n'est figé, puisque tout dépend, on va dire, de ta classe. Tout dépend si cette classe est passée par déjà des pédagogues coopératives, si à l'intérieur, il y a des élèves qui sont déjà dans des démarches coopératives. Donc, voilà. Mais dans un premier temps, par expérience, en sixième, quand ils arrivent, leur laisser tout de suite l'initiative, ça peut donner des choses intéressantes, mais alors parfois, ça peut donner aussi justement l'inégalité dont je parlais, le danger, c'est-à-dire les élèves très à l'aise avec ta discipline ou qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, et je mets des grosses guillemets parce que ça ne veut rien dire du tout, les bons élèves vont tout de suite se construire des forteresses en se mettant ensemble. Et de l'autre côté, on va avoir tous ceux qui soit ne sont pas intégrés à la classe, soit parfois ont beaucoup de mal dans la discipline. Enfin, et là, tu t'aperçois que d'un seul coup, tu as refabriqué une société une micro-société hyper inégalitaire parce que justement, tu as trop laissé le choix. Ça peut venir qu'après, c'est-à-dire à partir du moment où tu as fait comprendre de quelle manière on allait constituer les groupes par rapport justement à un besoin d'hétérogénéité. Par contre, on peut avoir une homogénéité très claire, très nette, en fonction effectivement du type de travaux. Là, actuellement, on est sur un petit spectacle de fin d'année en sixième. Ils sont sur un voyage lecture. Il va y avoir donc un échange avec des classes de CM2. Il y a eu des lectures qui ont été faites. Là, je veux dire, la constitution des groupes, elle s'est faite en fonction je veux dire, des livres qu'ils avaient choisis et en fonction des affinités. Et là, je veux dire, je leur laisse cette possibilité, bien au contraire. Parce que là, il va y avoir beaucoup d'émotionnel, il va y avoir une complicité importante parce que monter sur scène, c'est loin d'être simple et il faut qu'on soit dans un climat de confiance. Je peux très bien casser mes groupes à partir du moment où je m'aperçois qu'il y a certains élèves qui ont vraiment des besoins hyper importants et qu'il faut qu'ils soient avec moi pendant que d'autres peuvent garder une certaine autonomie parce qu'ils maîtrisent la compétence, parce qu'ils sont plus à l'aise sur la notion qu'on a pu voir. Donc, ma pédagogie, elle n'est pas figée. C'est simplement que le travail en îlot, au départ, leur donne un cadre rassurant. C'est-à-dire que ces gamins, quand ils arrivent, et ça, je trouve que d'année en année, c'est très, très net. Et là aussi, c'est un pur phénomène de société qui est bien, bien étudié justement par les sociologues. On a des gamins très inquiets quand ils arrivent en sixième. Des gamins extrêmement stressés. Et je dirais même que les gamins qui, et j'utilise le terme à bon escient, sont performants, non pas que moi je les trouve performants, mais qu'on, d'après les bulletins, d'après les notes, d'après le profil, ils sont performants, et bien justement cette performance, elle les grignote en termes de stress, et ils se foutent des pressions qui sont hallucinantes. Et les parents derrière disent, mais non, j'ai pas l'impression, mais en même temps, un parent, de manière très inconsciente, ne peut pas le voir ça. Donc, dans un premier temps, moi, l'avantage des îlots, c'est qu'ils arrivent, il y a un cadre qui est installé, que je leur explique, par contre, les règles à l'intérieur de l'îlot, il y a des règles que j'ai déjà un petit peu posées parce que le cadre est un petit peu posé pour qu'ils puissent s'asseoir et se dire: «OK, d'accord, alors ça j'ai compris, j'ai compris» et à l'intérieur, par contre, les règles de vie, on les fait ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Moi, mes premières séances en îlot, juste je leur explique comment le travail de groupe, comment la participation à l'oral, comment le matériel, le comportement, le travail sur l'attention en classe va être un petit peu déjà posé. Mais par contre, je veux dire, les règles de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ça, ces règles-là, par contre, c'est l'îlot qui commence à le fabriquer et c'est les différents îlots qui mettent tout en commun. Donc, si tu veux, c'est un peu je termine juste après. C'est juste que c'est un peu comme quand tu conduis. J'utilise la métaphore de la conduite. Je veux dire, quand tu te retrouves sur un chemin où il n'y a pas un minimum de traçage, de balisé, c'est chaud. Et un élève, quand il arrive et que ce n'est pas balisé, que tu le mets dans un univers où il a trop de choix, et ça, je le sais par mon expérience en freinet par rapport au texte libre, il y a des mômes, ils ont besoin d'avoir un minimum de cadre. Après, une fois qu'il est posé,
Et bah, tu connais la métaphore, hein. On élargit, on élargit, on élargit les barrières. Alors, j'aimerais que tu reviennes sur, ce que tu as dit là, il y a quelques secondes, sur la manière dont tu commences, en fait, quand les élèves, arrivent, dans ta classe. Vraiment que tu expliques concrètement, qu'est-ce que tu dis sur les règles? Qu'est-ce que tu travailles en commun? Vraiment, très, très Ouais, concrètement, hein. pratico-pratique, ouais, ouais. Comment Bah, tu voilà, pour que les enseignants qui t'écoutent, puissent, bien sûr. voilà. Bah, alors, déjà, je peux les renvoyer vers une page que j'ai créée qui s'appelle Travailler en îlot en français, qui est une page sur Facebook où j'ai à peu près 300, non, 400 personnes hein, déjà qui viennent, sur lesquelles j'ai mis des photos, sur lesquelles j'ai mis mes outils, on va dire, très pratico-pratiques, dont je vais parler là. Et bah, c'est simple. En fait, quand ils arrivent, ces élèves, moi, la salle, elle est déjà installée. C'est-à-dire que mes îlots, en fait, sont déjà posés, hein. Il y a des tables de 4, mais il n'y aura que 3 élèves parce qu'il faut qu'il y ait une place où moi, je puisse m'asseoir avec eux de temps en temps. Et où aussi d'autres élèves vont pouvoir venir parce qu'il y a là aussi des choses qui sont mises en place pour qu'il y ait de la porosité entre les îlots. Et une fois qu'ils arrivent dans la classe, là, je les laisse se poser où ils veulent. Je laisse le groupe se mettre en place, voir un petit peu les affinités, qui se met avec qui ou autre. Et après, je leur explique donc qu'ils vont être en îlot, qu'ils vont avoir une feuille d'îlot. Je présente cette feuille d'îlot où je leur dis, voilà, le travail que vous allez faire ensemble va vous permettre d'avoir un certain nombre de points verts. Le fait d'avoir son matériel, le fait d'avoir comment dire, le fait de ne pas bavarder, le fait de ne pas gêner les autres, on va dire. Je ne parle pas du bavardage dans l'îlot, hein, parce que ça, après, on en parlera hein, du niveau sonore. C'est ce qui inquiète toujours et c'est un faux problème. Je leur explique bien, en fait, déjà tout ce cadre dont j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, après, une fois qu'il y a un petit peu le mode d'emploi, c'est-à-dire que ça va être vraiment à eux de travailler ensemble et parfois aussi en individuel et que le cours va être essentiellement bâti autour des îlots, et bien à partir de là, je leur dis bon, maintenant, par contre, il faut mettre en place des règles de vie. Euh, Est-ce que je peux me déplacer comme je veux pour le niveau sonore, où on en est comment ça va se passer, justement vous me dites là, au niveau du matériel, bah, je peux avoir des points verts, je peux avoir des points rouges, mais c'est comment on a des points rouges. Vous voyez, tu vois, je veux dire, j'ai juste posé le cadre. Par contre, les règles à l'intérieur de ce cadre, bah, on les fait ensemble. Si tu veux, c'est une logique de démocratie participative au sens où un élève qui ne comprend pas pourquoi ne pas avoir tel ou tel matériel, bah, ça peut gêner à la fois son travail individuel et le travail du groupe. S'il n'en a pas réfléchi en amont, de se dire mais pourquoi on me l'interdit ou pourquoi il faut que, ça va lui passer au-dessus de la tête parce que ça n'aura pas sens. Donc, moi, les règles, c'est aussi bien sur les déplacements, aussi bien sur le matériel. Faire du travail, c'est quoi travailler en fait comment, au niveau des rôles, par exemple, qui sont dans l'îlot, être un passeur de parole, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas faire? Et ça, toutes ces règles-là, moi, je ne les ai pas fixées en amont. J'ai juste mis des étiquettes, des cadres dans lesquels après on va remplir. Alors, ces règles, justement, tu les travailles comment? Au sein d'un conseil d'élèves Alors, ou les, oui, vas-y. Alors, c'est le conseil d'élèves. Alors, si je suis professeur principal, c'est très pratique parce que tu as toujours ce qu'on appelle les heures de vie de classe qui te permettent de faire justement du conseil coopératif pour fabriquer la plupart de ces outils. Mais quand je suis que dans ma discipline en français, là, dans ces cas-là, on va le travailler que pour le cours de français. Après, si je suis avec d'autres enseignants et où on a la même démarche, on va essayer de le travailler plutôt ensemble en ayant plus ou moins la même manière de faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, les îlots vont réfléchir à, tiens, bah voilà, par rapport au comportement dans l'îlot, qu'est-ce que je peux faire et pas faire. Donc, chaque îlot travaille en coopération de 3. Et ensuite, il va y avoir un orateur ou une oratrice pour chaque îlot qui va présenter le travail du groupe. On va afficher tous les travaux qui ont été faits et là, on va construire le document en commun. Et au fur et à mesure, comme ça, on va avancer par étapes. Alors, le début d'année est un peu long. Forcément, on va prendre 1 heure, 2 heures, pas que ce soit trop long non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça s'effrite aussi, ce genre de choses. Mais si déjà en 2 heures, on a posé l'essentiel des règles, en disant bien que, comme dans la vie de tous les jours par rapport à la loi, ça évolue. On peut avoir des éléments qui arrivent en cours de route qui nous font dire, tiens, ce qu'on avait posé comme règle commune, soit elle ne marche pas, pourquoi pas, soit effectivement, il faut la faire évoluer, l'améliorer ou apporter des petits éléments supplémentaires. Là, dans ces cas-là, on peut rajouter. Mais il y a d'abord un travail en îlot et puis il y a une mise en commun de tout le travail en îlot. Et à ce moment-là, on sort un texte et ce texte, il est collé dans leur cahier
et ça va nous permettre de faire assez souvent des allers-retours par rapport à ce qui pourra se passer dans la classe, par rapport même à des discussions pour se dire, tiens, est-ce que je rentre bien dans ce qu'on a édicté ensemble, quoi. Je parle en tant qu'élève. Alors très concrètement, tu peux me donner des exemples de règles, élaborées, par exemple cette année, sur le travail en îlot? Bah, sur le travail en îlot, par exemple, quand un élève n'a pas amené, par exemple, moi, le coût du manuel, tu vois, ça ne sert à rien d'amener 12 manuels ensemble et de s'alourdir le sac. Donc, il y en a qui ont des rôles comme ça sur qui doit amener quoi. Par exemple, sur le matériel, par exemple, du feutre, parce que j'utilise une ardoise. Ça aussi, au collège, quand on dit qu'on fait travailler les élèves sur l'ardoise, ils ont l'impression qu'ils sont tout petits. L'élève sur l'ardoise, en fait, elle permet d'avoir les barres de participation de chacun pour qu'on puisse voir comment la parole s'est distribuée dans le groupe par rapport aux interventions en classe. Et là, dans ces cas-là, dans les règles qui sont édictées, par exemple, ça va être sur la prise de parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va être sur la prise de parole du lever de main ou pas du lever de main? Parce que ça, c'est important, hein. Et puis, ça va être aussi combien de prises de parole dans le groupe il doit y avoir pour qu'à un moment, on puisse se dire, tiens, la parole, c'est bien établi. Est-ce qu'il faut avoir participé 3 fois dans l'heure? Est-ce qu'il faut avoir participé que 2 fois? Si un élève est timide, est-ce que le fait d'avoir déjà participé une fois, ça a été suffisant, histoire de faire de l'équité, hein, et pas faire de l'égalité? Parce qu'il y en a participé 3 ou 4 fois, c'est rude. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas suivi le cours, et ça ne veut pas dire que tu n'as pas les compétences et que tu n'as pas voilà, compris et tu es capable de refaire. Ce n'est pas le silence qui fait que tu es mauvais élève. Donc voilà, ces règles-là, par exemple, c'est très pratico-pratique. Est-ce qu'il y a un élève qui pourra avoir qu'une barre de participation et avoir quand même aidé le groupe? Parce qu'on a pris en compte cette timidité. Ça, c'est sur la prise de parole. Mais sur les déplacements, par exemple, dans la classe, quel déplacement on s'autorise? Parce qu'on sait bien qu'au collège, il faut toujours lever la main pour dire, est-ce que je peux me lever? Mais à un moment donné, est-ce qu'un élève qui est hyperactif, et on le sait, et ça a été dit dans la classe, et je veux dire, il a un PAP pour ça, enfin, je veux dire, médicalement, il a un dossier. Bon, bah, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire, lui, s'il se lève, est-ce que c'est un drame? Bah oui, mais monsieur, lui, il s'est levé, moi, je n'ai pas le droit. Bah oui, mais lui, à un moment donné, il faut, c'est obligé. Des élèves, par exemple, qui auraient besoin à un moment de se dégourdir les jambes. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Et jusqu'où on fixe la limite? Parce que tu as ceux qui vont le faire un petit peu tout le temps et qui vont effectivement gêner le groupe. Donc voilà, quelles sont les limites, jusqu'où on peut aller pour ne pas gêner le groupe, pas pour ne pas gêner le prof. Parce que souvent, c'est ça qui peut se passer. Alors j'imagine que c'est toi qui, amène, ce genre de questionnement, parce que Pas peut-être, toujours, pas alors pas toujours. toujours, mais peut-être que certaines choses, les élèves n'y pensent pas spontanément. Mmh. Ah Donc bah ça veut oui. dire que tu as une sorte de réserve de questions, qui ne seraient pas, proposées. Et donc tu disais qu'à peu près en 2 heures de discussion, tu as fait le tour des règles? Alors, pas complètement le tour, parce qu'il y en a certaines, effectivement, comme tu dis, ils n'en ont pas forcément. Tu vois, le fait de passer la parole, le fait d'avoir ces rôles-là aussi, parce que les rôles, il faut aussi qu'on les définisse, hein. Un orateur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, quelle est son utilité? En 2 heures, moi, je dis qu'en 2 heures, il faut quand même y aller assez rapidement, même si on n'a pas tout fait. L'exhaustivité, ça ne servira pas. Il faut déjà qu'on ait les premières règles qui permettent déjà de se dire, bon, j'arrive dans la classe, est-ce que je dois attendre et rester debout? Qu'est-ce que je dois faire? Alors moi, je leur dis qu'on peut se mettre au travail très rapidement, que personnellement, je n'ai pas besoin qu'ils soient au garde à vous, à m'attendre. Que ça, c'est peut-être pour l'armée, mais l'école, ce n'est pas l'armée. Et que moi, mon souhait en tant qu'enseignant, c'est que quand ils arrivent, on se mette au travail rapidement. Donc derrière, assez rapidement, ils comprennent que, même sûr, en combien de temps on doit faire ça ou autre. Donc là, bien sûr, moi, j'ai des outils derrière. Je leur montre, tiens, bah, si tu veux, j'ai un chronomètre. Par contre, combien on met au niveau du chronomètre? En combien de temps on peut être prêt? Là, à ce moment-là, certains vont dire: «Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on met une minute, qu'est-ce qui se passe pendant une minute?» Et là, à ce moment-là, bah, c'est les rôles. C'est-à-dire, il y en a qui vont remplir l'ardoise, on sort les affaires. Bon, on a toujours, nous, les logiques de carnet de correspondance à vérifier. Bon, et au bout d'un moment, petit à petit, bien sûr, derrière moi, il y a des choses que j'ai en sous-main et qui me permettent de faire des propositions. Mais la construction, elle est quand même en co-construction parce que je ne suis pas fermé à des initiatives qui seraient: «Bah, monsieur, est-ce qu'on ne peut pas mettre 1 minute 30 parce que justement, certaines heures, on arrive d'assez loin?» Tu vois, des choses que tu ne prends pas forcément en compte, toi, une fois que tu es dans ta salle. Et je vais te dire que cette année, en plus, avec les conditions sanitaires où on est de nouveau à s'être déplacé, on sait bien que selon les horaires de cours, il y a des fois, tu arrives.
Tu es frais comme un gardon, tu étais à la salle d'à côté. Mais quand tu t'es farci 3 étages, et puis moi, j'emmène en plus mes ardoises, mes porte-ardoises, enfin bon, je suis chargé comme un mulet. Quand tu arrives et que tu es épuisé, bah, les gamins, ça peut leur arriver aussi avec un sac lourd. Ils ont traversé tout le bahut. Là, je suis dans un collège, un très, très gros collège, le plus gros de l'Allier. Bon, bah, il y a de la distance, il y a des étages. Donc ça, tout ça, c'est à prendre en compte. Et ça, tu ne peux pas, toi, l'avoir dans ta besace. C'est en fonction du terrain, c'est en fonction des gamins et c'est en fonction des heures. Quand ils te disent, mais monsieur, si on a réussi à faire tout là dans l'espace d'une minute, est-ce qu'on a le droit de discuter ensemble? Oui. Bon, maintenant, quand tu le mets à l'usage, ils s'aperçoivent l'heure d'après que ça faisait beaucoup de bruit et ça en gênait d'autres. Bon, est-ce qu'on voit sur le niveau sonore? À ce moment-là, j'ai des outils, moi, pour le niveau sonore, pour gérer le niveau sonore. Mais ça les aide, c'est-à-dire, ah, attention, là, on est un peu trop au niveau sonore là. Parce que si le niveau sonore est beaucoup trop haut, moi, je leur dis à un moment donné, comment on fait pour faire en sorte de baisser ce niveau sonore? Bon, bah, assez rapidement, bien sûr. Bien sûr que j'induis, si tu veux, un petit peu la réponse, mais en même temps, c'est aussi ton rôle de professeur à un moment donné, sinon au bout d'un moment, tu ne sers plus à rien. Moi, je ne suis pas dans l'idéalisation ils vont tout arriver à faire naturellement. Moi, le terme de naturel, et je viens d'autant plus d'un projet Freinet où c'est quelque chose qu'on peut entendre. Moi, cette vision naturaliste, par contre, non, j'y crois pas. Est-ce que Il tu y a peux des nous choses. parler des outils que tu as pour réguler le bruit, justement? Alors, bah, justement, il y a, alors soit tu le fais avec ton téléphone, avec SoundMeter, qui est une application qui se trouve sur Android et qui se trouve aussi sur iPhone. Et là, donc, je peux leur montrer et ils voient un petit peu. Il y en a un autre qui s'appelle Dragon Ballon. Ah, le terme m'échappe, mais je pourrais au cas où te refaire passer tout ça. En fait, il est très amusant. C'est un site internet où en fait, c'est des ballons et plus ils rebondissent, plus en fait, il y a du bruit. Après, tu en as un qui s'appelle Classroom Sound, où en fait, c'est une bande qui défile comme ça avec ton timer au milieu, que tu as mis sur 1 minute ou 2 minutes. Et en fait, plus elle devient foncée et elle s'approche du rouge, plus le niveau sonore est fort. Et c'est seulement au bout d'1 minute que ça fera une moyenne. Celui-là, il est vraiment intéressant quand tu peux l'utiliser avec un bon micro parce que les gamins, oula, et ils arrivent à réguler et ça les aide. Alors, toi et moi, on sait très très bien que des outils, ça reste que des outils, et que d'aucuns pourraient te rétorquer que ils ont essayé des tas de trucs qui ne fonctionnent pas. Eh oui. Alors, à mon avis, la régulation du bruit et le fait que ça fonctionne, ça ne vient pas que de l'outil. Non, 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 Voilà. non, bien Donc voilà, d'accord. Non, non, j'aimerais que ça, ce que je tu veux dire, parles c'est de ça. que Ouais. la béquille est un outil. À un moment donné, tu en as besoin pour marcher. Mais si tu marches toujours avec ta béquille, tu ne vas pas soigner ta jambe. Donc, je veux dire, l'outil, il porte bien son nom, il a son utilité à un moment donné. Après, tu en as, selon les outils, tout le temps besoin. Je veux dire, le type qui est maçon, il ne va pas d'un seul coup se dire que ça va se monter tout seul. Par contre, dans ta classe, sur la régulation du bruit, il est évident que l'outil est juste, on va dire, un indicateur, une visibilité à un moment donné qui permet de tester le bruit, d'être, on va dire, un peu moins dans la subjectivité de l'enseignant qui dit «Et là, vous faites du bruit». Ben non, là, ils voient d'eux-mêmes le bruit qu'ils font, un peu comme dans une salle de concert quand tu vois afficher les décibels, un peu comme un indicateur de vitesse quand tu traverses certains villages et que ça te permet de te dire, ouh, j'allais peut-être un peu trop vite. Tu vois, ça te permet un feedback qui est très pratique parce que justement, là, moi, je trouve que cet outil te permet de devenir autonome. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y a pas que le prof qui va te dire tais-toi, 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 parce que la locomotive du chut, 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 on sait ce que ça donne. Hein, quand tu dis chut tout le temps à tes élèves, il y a un problème. Tu Oui, n'as plus à un moment à dire chut. mais j'aurais tendance à dire aussi que ce que tu mets en place, la discussion, les échanges sur les règles de vie, qui sont de vrais échanges, hein, ça nourrit la responsabilisation des élèves. Et Mm. je pense aussi le fait de leur donner, de les motiver par le travail, hein, donc ce qui est l'essence de la pédagogie coopérative, fait en sorte qu'ils ont un intérêt à Mm. respecter les règles. Donc justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce travail et cette motivation. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais de, tu disais que tu partais de ce que, certaines fois de ce qu'apportaient les élèves. Hein. Tu donnais un exemple tout à l'heure d'émission, Mhm. que tu leur faisais, que tu faisais confronter les points de vue aussi. Mhm. Euh, et voilà, j'aimerais que tu parles de cette façon de travailler concrètement dans ton rôle de prof de français. Mhm. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, voilà, peut-être très révélateurs, hein, de ce que tu fais et qui pourraient parler aussi aux autres enseignants de collège? Voilà, et dérouler la manière dont tu travailles justement dans ce climat coopératif, et qu'est-ce qui motive en fait les enfants à travailler?
Mmh. Bah, je vais te donner un exemple très net là, que je fais, on va dire, depuis 2 3 ans et que j'avais de manière un peu, parcellaire fait auparavant. Parce que le temps que ça infuse une idée, je veux dire, là, les gens qui vont écouter, ils vont se dire: «Ouh là là!» Alors tu vas avoir toutes sortes de profils. Mais, je pense qu'à partir du moment où on s'aime, après on peut polliniser et moi souvent il y a des choses, je me dis: «Mais oh purée, j'ai fait ça il y a 6 ans, je ne l'ai pas refait» et je le fais et là d'un seul coup ça marche mieux. Donc c'est pour ça, là, il y a des choses, faut les entendre aussi, puis après on les prend pas. Mais en tout cas, on les a entendues et donc elles peuvent ressortir. Un exemple très concret, c'est que quand j'aborde un chapitre, ma didactique du français, ça va être, par exemple, d'avoir choisi un corpus de texte par rapport à un thème de programme, avoir trouvé une problématique, avoir comme ça réuni tous mes supports, mes documents. Bien sûr, je le fais ça. Mais je m'aperçois de plus en plus, et ça on le faisait en Freinet, quand, nous on avait justement, chaque après-midi, les élèves avaient cours disciplinaire le matin, mais l'après-midi, ils étaient en TI, ce qu'on appelle le travail individualisé, dans lequel ils avaient un contrat, dans lequel ils pouvaient faire, en français, des fiches très classiques, mais dans lesquelles aussi ils pouvaient être sur des initiatives de propositions pour nourrir le cours. Et ça, moi, je l'ai réutilisé parce que ça peut très bien s'appliquer dans le cours. Je te donne un exemple très pratique. En sixième, on a une thématique qui est le monstre. Et je demande aux élèves, tiens, donnez-moi des exemples de monstres. On n'est pas encore dessus, on vient de finir un chapitre. Et donc, ils me disent, ah bah ouais, le loup, enfin des choses comme ça. On s'arrête sur le choix d'un monstre. Et à partir du moment où, par exemple, on a choisi le loup, alors, si ta classe, par contre, a beaucoup de mal avec ça parce qu'elle passe par d'autres enseignants où on leur laisse zéro initiative, ça peut mettre du temps. Donc, à des moments, tu peux aussi amener que le thème. En l'occurrence, il y a une autre classe où j'ai eu ce problème. Bon, bah, je leur dis, voilà, on va travailler autour du loup. Par contre, on va travailler d'ici 2 semaines, le temps de finir un chapitre. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un exposé. Je vous dis juste que le loup. Vous avez le droit de choisir un film, un jeu vidéo, un texte. Vous êtes entièrement libre. Parlez-moi du loup. Se passent 2 semaines. Alors par contre, je leur donne un petit peu une trame de l'organisation, on va dire, de ce que sera l'exposé. C'est ça, par contre, c'est important, c'est pas inné, la manière de faire des exposés. Ça, faut faire gaffe parce que, être libre, il y a des gamins, ça les stresse terriblement, mais terriblement. Donc c'est pas bon, c'est contre-productif. Ils arrivent 2 semaines après, on fait un ordre de passage. Ils savent qu'ils ont 5 minutes parce que ça, par expérience, ils s'en aperçoivent tout de suite. Il y en a, ils peuvent te prendre une demi heure et donc là, on dilue complètement la chose et pendant 5 minutes, ils vont présenter seuls ou en binôme, ce qu'ils ont comme exposé sur le loup. Et la plupart du temps, et c'est ça qui est génial, et ça vient de mon expérience en Freinet, tu as tout ton corpus. C'est-à-dire que sur le loup, il y a des mômes qui sont arrivés avec des fables. Il y a des mômes qui sont arrivés avec des films très précis. Il y a des mômes qui sont arrivés avec des contes. Il y a des mômes qui sont arrivés avec des musiques. Il y a des mômes qui sont arrivés avec des documentaires. Et en fait, une fois qu'ils sont passés à l'oral, une fois qu'ils ont raconté, moi, d'une certaine manière, au début, je leur pose un petit peu la question en disant: «Mais alors ce loup, il est comment? Il est effrayant? Il est pas effrayant?» Et au bout d'un moment, tous les exposés qui sont passés et où je leur demande par contre, là, j'impose un petit peu la chose, d'avoir juste 4 mots clés par exposé qui sont passés. Parce que, il faut que les gamins, ils aient toujours une tâche quand même à faire, parce qu'à force d'être passif à entendre, au bout d'un moment, tu entends plus. Comme nous. C'est tout à fait normal, c'est des questions d'attention. Donc ils ont forcément ces 4 mots clés sur lesquels on travaille justement ensemble en corrigeant. Moi, je ne les ai pas arrêtés les mots clés, puisqu'en fait, je n'ai pas vu l'exposé avant, hein. Je veux dire l'exposé, quand ils arrivent, ils me le présentent. Ils m'ont juste dit sur quoi ils travaillaient. Si vraiment on est complètement à côté de la plaque, je recentre un petit peu. Mais la plupart du temps, je le fais très, très rarement. Et donc, une fois que tout le monde est passé, qu'on a eu tout ce corpus et qu'ils ont tous ces mots-clés qui leur permettent de se souvenir de quoi il était question, sachant aussi que je leur demande, ça c'est une logique de guide de lecture, ce qu'on a baptisé ensemble, hein, c'est les élèves qui ont eu cette idée, le TAEDGL. Alors dit comme ça fait peur. En fait, c'est le titre, l'auteur, l'éditeur, le genre littéraire, mais voilà la carte d'identité, on va dire, du document qui a été présenté. Et ben en fait, j'ai tout mon cours, moi, sur est-ce que le loup est un monstre? Ah bah non monsieur, je veux dire, Antonin, quand il a présenté le documentaire là, sur le loup, que le loup gris, je veux dire, on voyait bien qu'en fait l'animal, il est extrêmement coopératif, ils sont en meute, ils sont rarement individuels. Oui mais monsieur, vous vous souvenez le jeu vidéo qu'a présenté, Maël là, où en fait on était dans la peau d'un loup qui dévorait tout le monde, il était quand même super agressif. Puis: «Eh monsieur, le loup à chaque fois moi je lis un conte, c'est toujours le méchant quoi» et tout s'agglomère à partir de ce que les élèves ont proposé et la construction même de cette image du loup, elle se fait par rapport aux échanges qu'on a dans la classe et petit à petit, tu arrives à avoir cette représentation du loup qui est en fait, dans les fictions, c'est le méchant, c'est l'agressif, c'est celui qui fait peur,
C'est promenons-nous dans les bois pendant ça, tu es sûr que tu as toujours un élève qui va te le trouver, la comptine. Et de l'autre côté, le loup dans la réalité, c'est-à-dire étudié par la science, quoi, et où en fait, le loup n'est pas agressif. Il est agressif quand il se défend, comme n'importe quel animal, dont nous sommes aussi. Il a tendance à être très coopératif puisqu'il vit en meute. Alors, ils ont une hiérarchie, bien sûr, avec les fameux loups alpha. Mais on a plein de connaissances comme ça. Et en plus, on a fabriqué de quoi répondre à la problématique qui est, est-ce que le loup est un monstre? En fait, dans la réalité, non. Mais moi, j'en ai peur. Pourquoi? Parce que dans les fictions, il a toujours été comme ça. Tu peux le faire après. Moi, l'année prochaine, je vais le réutiliser, mais pour les sorcières. Parce que j'aime bien des fois changer un peu le thème. Si on travaille un peu sur la sorcière, là je te dirais qu'on aborde aussi un autre angle de la pédagogie coopérative, c'est que les élèves, en plus d'avoir amené vraiment leur propre choix d'œuvre, de s'être fait plaisir, hein, parce qu'il y a des gamins, ils sont à fond, on va dire, sur un jeu vidéo, et comprennent qu'en fait, là, ça peut être un outil d'analyse sur des textes ou autres, et ben, on arrive à mieux comprendre que des sorcières, en fait, c'était pas des êtres maléfiques, c'était juste des femmes indépendantes. Et à certaines époques, être indépendante quand on était une femme, ça gênait beaucoup aux entournures. Bon, tu vois, là, derrière, politiquement, tu as glissé quelque chose qui n'est pas démago, hein. Je veux dire, on fait de l'histoire, hein. Il existe beaucoup maintenant de livres historiques pour bien reconstituer ce qu'on appelait les sorcières et bien faire la distinction entre ce qu'était la superstition et ce qu'était une vie en société un peu différente et qui gênait par rapport à la culture et au code de l'époque. Bon, bien sûr, le cours, il ne va pas être comme ça en sixième, on est bien d'accord. Mais d'un seul coup, ah ouais, le truc que j'ai été chercher là, tu vois, sur le loup, en fait, je n'avais pas fait gaffe. Moi, j'avais tout le temps peur du loup et je ne savais pas tout ça. Et comme c'est amené par les autres élèves, que ça a été trouvé par eux tout seuls, je veux dire, ce n'est pas l'enseignant qui arrive avec ah ouais, mais c'est le truc de l'enseignant. Alors, l'enseignant peut aussi amener des choses, hein. Moi, il y a des fois, quand je vois qu'il manque quelques œuvres peut-être utiles, je les amène. Je veux dire, je suis aussi payé pour ça. Mais je me fais davantage plaisir à les voir à l'oral, avoir fait des choix personnels, découvrir moi-même des choses, parce que je leur dis, moi, je découvre des choses. J'ai travaillé le harcèlement scolaire de la même manière cette année en sixième. C'est-à-dire, venez avec des œuvres, des documents qui parlent de harcèlement scolaire, c'est tout. Et alors là, je peux te dire que j'ai fait des découvertes musicales, des découvertes de courts-métrages, des découvertes assez incroyables et en plus, comme on était sur un thème qui leur parle, parce que là, pour le coup, certains et certaines, comme toujours dans les classes, l'ont vécu, le vivront ou ont pu être même du côté de l'agresseur sans s'en apercevoir. Donc, je veux dire, là, on a quelque chose qui leur tient encore plus à cœur. Et en termes d'émotion, en termes d'échange et en termes de travail, ils n'ont même pas senti qu'on était dans le travail. Parce que, mais c'est comme moi, il y a des fois, je n'ai pas l'impression d'être dans le travail parce que j'essaye toujours d'aller chercher des choses qui me parlent. Alors, je sais très bien que certains vont dire: «Ouais, mais voilà, ça peut être démago parce qu'on va dans le sens de l'élève». Non, 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 non. Je veux dire, moi, j'amène le thème, hein. Quand je dis harcèlement, ils l'ont pas trouvé d'eux-mêmes ou alors ça peut. Mais j'amène mes thèmes aussi parce que j'ai un programme et quand j'amène ces thèmes de programme, par contre, à l'intérieur, on peut coopérer ensemble si vous amenez du contenu. Voilà, il y a des contenus que je connais, des contenus que je connais pas. Mais quand tu parles de travail, en fait, ça me rappelle de tu disais: «J'ai même pas l'impression de travailler», mais si, parce que c'est le travail au sens où Fresnel l'entendait, c'est-à-dire le Oui. travail émancipateur, hein. Et quand il disait que l'enfant préfère le travail au jeu, c'est-à-dire, voilà, le travail qui libère, le travail qui a du sens. Et donc, toute la notion du mot travail, et ça rejoint ce que disait Reuter, c'est-à-dire comment on remet l'enfant au travail vraiment, heu, le sens noble du mot, quoi. Et en fait, quand tu disais que les jeunes apportent leur choix d'œuvres, enfin qu'ils apportent leurs propres œuvres. En fait, ça me fait penser à la méthode naturelle d'apprentissage. Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot naturel, Et mais parce qu'en plus, ça a été un grand débat quand j'étais en Freinet, ça. La oui, méthode mais, naturelle. mais en fait, la méthode naturelle d'apprentissage, c'est partir de ce que les enfants apportent Oui. et leur apporter ensuite la culture pour les emmener à la culture avec un grand C. Et quand tu dis, quand ils n'ont pas apporté des œuvres majeures ou qu'il y a des lacunes, eh ben c'est moi qui les complète. Eh ben c'est exactement ce que tu fais en fait. Donc tu pratiques, si tu pratiques la méthode Alors, naturelle non, mais c'est la d'apprentissage. terminologie, si tu veux. Quand j'étais au CLEF et on avait des penseurs qui nous suivaient. Enfin, je dis penseurs, je suis un peu ironique, hein. On en avait qui vraiment étaient de terrain et des gens, mais vraiment incroyables. Et ça faisait 40, 50 ans qu'ils étaient en Freinet et limite, ils avaient les larmes aux yeux qu'un projet existe enfin, parce que ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils attendaient ça. Donc voilà, là, je veux dire respect total. Après, on en avait d'autres où justement, le terme de méthode naturelle, si tu
tu veux, ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression que tout vient d'un seul coup comme ça. Non, je veux dire, moi, c'est parce qu'il y a aussi un cadre que j'ai posé dans la relation aussi aux élèves. Je veux dire, s'il n'y a pas la confiance vis-à-vis de l'enseignant, s'il n'y a pas un cadre qui est sécure autour, où ils peuvent se dire, tiens, mais moi, ce que je vais amener, on ne va pas se moquer de moi. Parce que ça peut être ça aussi, ça peut être super dangereux. On ne se lance pas comme ça si derrière, on n'a pas à faire en sorte que le climat de classe soit serein. Parce que, je veux dire, si on se lance et puis qu'il y en a un qui amène quelque chose et puis qu'on en a deux, trois qui se foutent de sa gueule et qu'on n'a pas géré ça, c'est super dangereux. Si on n'a pas géré aussi le fait qu'on a amené quelque chose de personnel et qu'on vit le psychodrame d'un seul coup devant tout le monde. Donc, il y a quand même des balises, hein. Mais dans une classe coopérative, de toute façon, le climat est fait de telle Oui, manière mais au que… collège, tu sais que ta classe coopérative, soit tu as une équipe autour de toi et tu arrives à la monter, comme on a des collègues que tu connais et qu'on a un peu formés du côté de Ghana, mais soit tu es tout seul, tu as 50 minutes et tu es obligé d'être un peu dans le speed au début. Donc, il Oui, faut faire gaffe, il faut vraiment faire gaffe. oui, oui, bien sûr, mais tu as raison, tu as absolument raison de le préciser. Euh, Donc, c'est bien parce que tu as beaucoup parlé du choix sans que j'ai besoin de te le dire. Donc, tu vois, finalement, tu donnes beaucoup le choix. Alors, excuse-moi, j'ai esprit d'escalier, mais plutôt que Vas-y. méthode naturelle, je préfère parler d'authentique, qui est un terme beaucoup utilisé par Freinet aussi, qu'on utilisait beaucoup, être davantage sur des situations authentiques. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, non, naturel, ça veut dire que ce serait inscrit en nous. Authentique, c'est juste que ça vient de m'arriver et je peux l'intégrer dans mon cours. C'est pas la même chose. C'est très intéressant, j'ai noté. Alors, pour revenir justement aux situations authentiques, tu parlais de Sylvain Connac, donc qui, je le rappelle, a été un enseignant de terrain pendant des années à Mhm. Montpellier, qui a pratiqué en pédagogie coopérative et qui est à présent chercheur et qui a écrit des ouvrages, plusieurs ouvrages. Euh, Connac disait une vraie situation d'apprentissage, c'est une situation inédite et de communication. Et donc, c'est exactement ce dont tu parles, c'est-à-dire quand tu demandes aux enfants d'apporter des livres, qu'après, il y a confrontation des points de vue, il y a exposé, on en parle aux autres, etc., on le met en valeur. Et c'est là vraiment que tout le sens de l'apprentissage, enfin, l'apprentissage prend son sens. J'aimerais que tu me parles un petit peu, parce que c'est quand même très important, les enseignants en parlent souvent de cette fameuse zone proximale de développement. Donc, toi, évidemment, tu vois arriver dans ta classe des élèves avec des niveaux différents. Ouais. Comment tu fais pour, en pédagogie coopérative, comment tu fais pour faire progresser chacun, justement, sans que personne, enfin, faire progresser chacun sans que les autres se moquent, sans que justement il y ait cette entraide. Et puis, peut-être, est-ce que tu fais le deuil du programme? Alors, question très provocatrice de ma part, bien évidemment. Ah non, mais alors moi là-dessus, j'ai aucun remords et mes inspecteurs le savent. Et en même temps, je veux dire, ce sont des gens très ouverts, au sens où le sacro-saint programme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai la chance d'enseigner le français. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, le programme, on va dire, sur l'étude de la langue, sur des éléments importants, on va dire, pour arriver à progresser sur ton écrit et ton oral, oui. Après, s'il y a certaines notions littéraires que tu n'as pas encore tout à fait vues et que tu t'aperçois que tu as une classe qui est vraiment, vraiment, pour le coup, très, très lente, très, très en difficulté, non, on avance progressivement, mais il faut que ce que tu as amené, ça reste. C'est vrai que depuis 2 3 ans, ce que j'intègre davantage encore dans ma pédagogie coopérative, et là pour certains ça va être un gros mot, mais tant pis, c'est tout ce qui est neurosciences. Et les neurosciences, comme souvent, toute science, je veux dire, il y a du bon et du mauvais. Et moi, ce qui m'aide dans les neurosciences, c'est de mieux arriver à comprendre un élève qui aurait des difficultés d'attention et de mémorisation, par exemple, et ça me donne des outils qui vont me permettre davantage de l'aider ou de le mettre, et là je reviens à la pédagogie coopérative, avec des élèves qui auront la possibilité justement de pouvoir l'aider. Par contre, moi je crois vraiment au début que, tout est dans le relationnel. Tu disais tout à l'heure sur les outils, c'est des béquilles. Enfin, c'est moi qui disais que c'était des béquilles, mais tu disais on ne peut pas appuyer sa pédagogie que sur des outils. Complètement d'accord. Parce que le relationnel, je veux dire, c'est pas parce que tu auras un outil qui mesure le bruit que tu auras pas du bruit dans ta classe. C'est faux. C'est-à-dire, j'ai un inspecteur, quand il est passé me voir, il me dit: «Bon, c'est bien ce que vous faites en îlot, tout ça, nin nin nin». Il était pas très pédago collaboratif. Mais il m'a dit:
ça vient aussi de vous quand même. Et pour lui, c'était à 100%, ça venait de moi. Bon, moi, j'étais moins d'accord, on en a discuté. Mais quand même, oui. C'est-à-dire, l'empathie, la bienveillance, hein, qui n'est pas un gros mot. Alors moi, parler de bienveillance, ça ne me gêne pas. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé, mais nous, on l'utilisait en Freinet depuis très très longtemps. C'est juste qu'il a été repris. Et puis, bon, bah voilà, comme souvent, les mots qui sont à la mode, ça énerve au bout d'un moment parce qu'on les vide un peu de sa substance. On peut quand même toujours utiliser le terme de démocratie. Je veux dire, même si les dictateurs le mettaient dans le nom de leur parti, hein. Bon, bah, ça n'empêche pas d'utiliser encore le terme de démocratie. Donc, on peut encore utiliser le terme de bienveillance par rapport à ceux qui voudraient le massacrer de manière ironique en disant ah ouais, toi, tu es un bienveillant. Bah oui, mais n'empêche que dans ton cours, si déjà ta première posture, elle n'est pas là, je veux dire, le relationnel avec un môme en difficulté, de toute façon, elle ne se fera pas. Et tu auras beau avoir les meilleurs outils de la Terre, si le lien de confiance n'y est pas, je veux dire, c'est foutu. Et ça, je veux dire, n'importe quelle expérience humaine te le prouve. Quand tu vas voir ton médecin, quand tu vas voir ton garagiste, quand tu vas voir ton boulanger, enfin voilà, à partir du moment où il y a du relationnel, tu sais qu'il y a des gens avec qui tu as confiance, il y a des gens avec qui tu te sens à l'aise ou autre. Tu as ça et derrière, bien sûr, tu sécurises. C'est-à-dire que les règles dont on parlait tout à l'heure et qui sont instaurées, par contre, elles doivent être suivies. Parce que souvent, ce qui se passe dans des classes où ça déborde, c'est que les règles, certes, elles ont été posées, mais elles ne sont pas appliquées. Or là, comme elles ont été fabriquées par le groupe, il y a un moment, il ne faut pas être contradictoire. Je veux dire, tu as voté pour cette règle, tu ne la respectes pas. Il y a un problème. Donc, la sanction, elle vient. Et la sanction, elle peut venir aussi du groupe. Ça, je parle des conseils collaboratifs quand on a l'avantage d'avoir l'heure de vie de classe avec la classe en question. Mais je veux dire, elle peut se faire de manière très rapide aussi, dans ton propre cours, où c'est que du disciplinaire. Français n'était pas PP, professeur principal dans la classe. Donc, si déjà ce relationnel, c'est-à-dire, c'est con ce que je vais dire, mais si le matin tu te lèves et que tu aimes ton boulot, ça joue. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, do rêveur, mais n'empêche que si tu te lèves le matin et que tu n'aimes pas ton boulot, enfin, je suis désolé, mais ça ne pourra pas marcher. Et c'est comme dans tous les métiers, quoi. J'ai pas inventé l'eau chaude. Que derrière, tu n'es pas strict au sens rigoureux, au sens autoritaire, pas autoritariste, hein, au sens autoritaire qui est, on a posé une règle, on la suit, les amis. On ne va pas y déroger, sauf si cette règle, elle a un problème et qu'on est obligé de, comment dire, de l'améliorer. Si ça, déjà, tu t'y tiens, mais méchamment, et même moi qui te dis ça, il y a des moments où je ne la tiens pas forcément bien et je vois que ça va dérailler, mais je le vois qu'après. Je veux dire, là, tout ce que je suis en train de dire, je veux dire, je fais encore des erreurs. Et heureusement d'ailleurs. Encore une fois, hein, j'insiste, hein, erreur rectifiée tout le temps. La pédagogie, c'est de l'erreur rectifiée. À partir de ce moment-là, l'élève en difficulté, tu vas pouvoir amener tes outils. Donc, en îlot, ça va être à un moment donné, bon, bah, sur certaines notions, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut faire en sorte de réunir ceux qui s'en sortent bien et qui vont, bah, je sais pas moi, sur une évaluation, fabriquer la correction. Puis il y a ceux, par contre, qui, sur l'évaluation, j'ai vu que, mon Dieu, ils étaient vraiment, vraiment mais mal. Bon, bah, on va se prendre un petit groupe et on va travailler ensemble. Parce que les autres, je sais que je pourrais les laisser en autonomie. Voilà. Ça, c'est un outil. Mais si derrière, il n'y a pas de climat de confiance, si les règles ne sont pas un minimum respectées, je peux te dire que le groupe des très bons autonomes, là, ils peuvent dérailler bien comme il faut. Parce que tu leur as laissé clé en main et ils peuvent être dans l'optique que, ah tiens, on n'a plus personne sur nous, alors on fait n'importe quoi. Il faut être hyper rigoureux. Et je le dis d'autant plus que quand il m'arrive de manquer de rigueur, à la fois par fatigue, à la fois par manque d'attention ou par excès de confiance. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ah ouais, ça a super bien marché l'année dernière. Et là, en fait, pum, ah, mais tu te prends un plein vent dans la tête et tu n'as pas pigé. Tu te dis, je ne comprends pas, mes outils ils fonctionnaient l'année dernière. Bah ouais, Coco, mais situation authentique. Les élèves que tu as devant toi, ce n'est pas les mêmes que l'année dernière. Enfin, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux. Donc voilà, à toi d'adapter, à toi d'ajuster, mais voilà, le climat, mais alors après, ça c'est dans la classe, mais après c'est un climat d'établissement. Tu parlais de Mont-Saint-Barreuil tout à l'heure, mais Mont-Saint-Barreuil, quand ils ont réussi à construire ce qu'ils ont construit, qui est exceptionnel, mais ils arrivaient où? À un endroit où l'école de la République ne venait plus, laissait en friche. Et quand ils sont arrivés, bah, on leur a rien dit. On leur a dit, bah, de toute façon, faites quelque chose parce que c'est catastrophique la situation là-bas. Donc en fait, ils ont eu carte sur table et ils ont pu monter, faire en sorte qu'il y ait de la communication, intégrer les parents aussi, parce qu'on n'en parle pas assez ça, mais je veux dire, en Freinet, on exposait les travaux des élèves, que les élèves avaient choisis, dont ils étaient fiers. Et la fierté d'un travail, c'est pas j'ai monté une cathédrale en allumettes, c'est j'ai réussi mon devoir de maths alors que ça faisait des mois que je galérais.
J'en suis vraiment fier de ma note. Bah, expose, fais un petit cartel en dessous, reste à côté, explique. Et tu as raison d'être fier. Et tu n'as pas fait une œuvre exceptionnelle. C'est juste que toi, tu es fier de la présenter. Et tu nous donnes toute cette énergie. Et les parents venaient. Une fois, on arrivait des fois à faire ça une fois par mois et une fois par trimestre, un grand raout le samedi matin. Parce que justement, on avait confiance. On avait confiance aux gamins par rapport à ce qu'ils proposaient. Ils avaient confiance en nous parce qu'on les respectait, parce qu'on respectait les choix qu'ils avaient faits, parce que parfois on leur disait la vérité aussi sur la qualité d'un travail, sans être désagréable. Mais voilà, on dit les choses comme elles sont. Donc, tu vois, aider un élève en difficulté, c'est déjà faire en sorte qu'il puisse venir te voir, donc il y a un lien de confiance, que derrière, le climat de la classe permette à un moment donné qu'il ne soit pas regardé comme le naze, et que derrière, tes outils pour pouvoir l'aider, bah, tu puisses avoir un peu plus de temps avec lui. Dans l'idéal, il y a des classes avec qui je n'y arrive pas encore, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui va me faire lâcher, parce que j'ai l'intime conviction, et ce n'est pas qu'une conviction, puisque tu citais Reuter, et je veux dire, ça a été vraiment étudié sur le terrain, que ça marche comme ça. Les sociétés, et là on va prendre une vision beaucoup plus large et historique, et on va dire même anthropologique, les sociétés et l'être humain, même, allez, on va plus loin. Yves Coppens te dira ça, et tous ceux qui travaillent sur l'origine de l'homme et pourquoi l'homme est un animal qui a autant réussi, entre guillemets, le réussi. On peut très bien ne pas être d'accord, mais c'est parce qu'il y a eu de la coopération. Je veux dire, les sociétés, on parle bien de société, et une société, c'est plein de gens à l'intérieur, c'est pas que des sommes d'individualité. Puisque les sommes d'individualité, on le sait, et ça, il faut lire Jared Diamond, Effondrement, super bouquin qui te montre comment une société se casse la gueule. Elle se casse la gueule à partir du moment où chacun veut avoir ce qu'il veut pour lui. Et donc, on bousille tout ce qui est autour. Bah, nous, c'est ce qu'on a encore, hein. Bon, bah, dans une classe, c'est un peu la même chose. Tu as intérêt à faire en sorte que ça diffuse, que ça communique, que ça travaille ensemble, que ça propose, que ça offre et que ça régule ensemble. Mais comme la société, quoi. On ne vit pas dans une société sans loi. Enfin, l'utopie a ses limites. Alors, Fabrice, nous arrivons au terme de cette interview et j'aimerais que peut-être que tu termines, alors, en disant d'abord ce que tu as envie de dire pour conclure, et puis peut-être donner quelques conseils aux enseignants de collège qui voudraient se lancer, mais qui ne sauraient pas trop par quelle boule prendre. Voilà, qu'est-ce que tu Tu veux des pourrais… conseils pratico-pratiques ou des lectures? Alors, les lectures, moi, j'aimerais que tu m'envoies une petite bibliographie, si Ouais. tu es d'accord, avec Oui. évidemment des outils aussi. On est d'accord, ça reste que des outils. Mais Ah les oui, outils oui, que oui. tu mets en œuvre dans ta classe, hein, qui te sembleraient pertinents, je les mettrai en pièce jointe dans le module. Mais voilà, des conseils, oui, très pratico-pratiques pour débuter. Qu'est-ce que tu conseillerais? Déjà, l'espace de classe, de quelle manière il pourrait être aménagé? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste en randonnion? Est-ce qu'on réfléchit à faire un U? Est-ce qu'on fait les îlots comme je fais? C'est-à-dire, ça ressemble au cycle de Citroën, en fait, hein. C'est deux triangles, enfin, triangles, l'un au-dessus de l'autre, histoire qu'il n'y ait pas de réfléchir comment, en fait, disposer sa classe. Ça, c'est des… Enfin, je veux dire, les PE, il faut aller voir les blogs des PE, il faut aller dans les écoles primaires quand on est au collège. Enfin, je veux dire, c'est de chez eux qu'on nourrira tout et qu'on s'adaptera un peu mieux, nous, dans notre univers de collège qui est hyper fractionné, où les élèves passent entre trop de mains. Donc ça, déjà, moi, le premier conseil, c'est aller voir ce qui se fait dans les écoles primaires. Parce que le PE, la PE, il fait toutes les disciplines. Donc, il y aura toujours un moment où on peut aller voir. Donc, réfléchir à l'organisation de la classe. Mais vraiment une vraie réflexion. Parce que ça fait partie des impensés. Quand tu arrives au collège, et alors au lycée, c'est encore pire, le conservatisme, on pourrait lui reprocher ce qu'on veut, il est là, malheureusement. C'est parce que les élèves, ils ont toujours été comme ça. Alors, et puis on ne se pose plus la question. Voilà, c'est comme ça. Or, l'aménagement d'une classe, si tu as une classe qui est tout en longueur, tout en largeur, énorme, moi je m'en aperçois de nouveau cette année. Moi, j'avais une salle, il y avait mes îlots, j'étais dans ma zone de confort, les élèves arrivaient, Là, je suis obligé de me déplacer. Donc, je n'arrive même plus à avoir la disposition comme j'ai. De deux choses l'une. Je pouvais me dire, bah alors j'arrête les îlots, hors de question. Ou alors, je réfléchis à comment je peux l'adapter. Et donc, la disposition de la salle, ça, c'est vraiment une première réflexion importante, c'est-à-dire comment je peux disposer, est-ce que je peux être mobile dans la classe, voilà, et comment, selon le type de travail que je vais donner,
je vais mettre les élèves peut-être en face à face ou juste vers moi si je suis en magistral. Si on est sur un débat en U, si on a besoin de faire des îlots, et il y a de plus en plus de profs qui réfléchissent à ça et je te dirais même que, les instances, hein, parce que c'est de plus en plus évoqué, même dans les ministères, que bon, dans les ministères, il n'y a pas que l'homme politique qui tient le ministère, hein, et on en pense ce qu'on veut. Il y a aussi tous les gens derrière qui bossent et qui bossent véritablement, de manière très concrète là-dessus et qui réfléchissent beaucoup aux espaces de travail. On l'a, nous, dans des univers autres professionnels, toujours, il y a une réflexion sur l'espace de travail. Donc là, moi, je dirais, il faut commencer par là. Après, si on veut aller véritablement vers du collaboratif, peut-être, si on ne veut pas tout de suite démarrer par des îlots, parce que moi, j'ai plein d'enseignants qui sont venus voir mon travail en îlot. En fait, statistiquement, je m'aperçois qu'il y en a assez peu qui se lancent. Mais quand ils se lancent, par contre, ils ne font pas machine arrière, hein. Et je te dirais que, je ne sais pas moi, il y a peut-être 15 20 de professeurs, quand ils sont venus me voir, qui sont passés aux îlots. Les autres, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est pas qu'ils ne trouvaient pas ça intéressant, c'est pas qu'ils n'avaient pas été, contents. Il y a même des fois des enseignants qui venaient travailler avec moi, c'est-à-dire d'un seul coup, ils prenaient la main avec moi alors qu'ils étaient juste observateurs. Je les laissais faire, c'est pas grave, ils se font plaisir, ils se sont intégrés dans le truc, donc c'est que ça a marché. Et en fait, c'était la peur. Comment je vais gérer le bruit? Comment je vais gérer le fait qu'ils soient les uns avec les autres? Enfin, comment je vais gérer ce travail? Parce que c'est tout un processus et je comprends qu'on ait peur. Et ben, avant de travailler en îlot, peut-être commencer à travailler de manière collaborative, la manière dont j'ai parlé, c'est-à-dire leur laisser peut-être aux élèves le choix d'amener des heures ou d'amener, on va dire, des thèmes sur lesquels ça pourrait être travaillé en cours. Souvent, les professeurs de sciences, je pense en SVT, parce que moi, c'est une discipline que j'adore, avec laquelle souvent j'aime bien travailler en dehors de l'éducation musicale et arts plastiques, ils sont très, très contraints par le temps. Donc en fait, vu qu'ils ont peu de temps et un programme assez chargé, c'est carré, carré, carré. Mais n'empêche qu'en SVT, les situations authentiques dont on parlait, il y en a à profusion. Je veux dire, la moindre question que tu te poses assez souvent dans la vie de tous les jours peut carrément rentrer dans ton programme de SVT. Donc peut-être de temps en temps, mais c'est pas faire ça toute l'année, mais se dire peut-être aller sur un chapitre, je vais essayer. Sur 1 heure de cours, 2 heures de cours. Ça n'a pas marché tout de suite? Pas grave, je reviens à ma mécanique que je connaissais bien, puis je réessaye peut-être un peu plus tard ou l'année d'après. Mais il faut que ça infuse. Parce qu'il est évident qu'au départ, de toute façon, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Mais t'amènes comme ça. Il vaut mieux être humble au début que de se dire: «Oh purée, il y a tous les outils. Allez, ça y est, je me lance». Parce que je peux te dire qu'il y a 8 ans, quand je me suis lancé sur les îlots, quand je suis arrivé à Yzeure, j'étais comme ça, hein. Mais comme 3 ans auparavant, quand le CLEF s'est mis à exister, qu'on n'était plus juste dans la théorie à écrire, j'étais comme ça. Parce que je peux te dire que ça change du tout au tout. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, quitte à être très déstabilisés et stressés, mais à un moment se récupérer. Mais parce que je suis fait comme ça. Maintenant, à force de vieillir, je m'aperçois que je ne veux plus fonctionner comme ça, parce que c'est beaucoup de stress. Par contre, les choses qui restent, c'est les choses qu'on a mis patiemment le temps, enfin, on a pris le temps de les construire. Et maintenant, j'infuse petit à petit des choses dans ma pédagogie. J'infuse mes changements de feuilles d'îlot au fur et à mesure. Tu vois, là, ce que m'apportent les neurosciences sur l'attention, bah, je fais des mises au calme. Mise au calme, j'avais commencé, hein, il y a 15 ans. J'avais duré 1 mois, mais ça a mis 15 ans avant de revenir. Maintenant, c'est la deuxième année que j'arrive à le faire en continu et que les gamins, ça fonctionne. Bon, bah voilà, tu vois, 15 ans. Bon, alors il y en a, ils vont se dire, si je suis à 5 ans de la retraite, fait chier, il va peut-être falloir. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que si au début ça ne marche pas grave, tu as essayé. Ne pas avoir peur de ce qu'amènent les élèves. Et peut-être au début, avoir blindé le truc. Tu choisis le thème, tu leur laisses choisir les exposés, ils te les donnent bien en amont, bien ce qu'ils vont faire ou autre, et puis les laisser le proposer à la classe. Parce que peut-être la classe ne le saura pas, enfin, ils continueront de se faire plaisir et il y aura cet échange. Et petit à petit, l'enseignant ou l'enseignante va sentir qu'en fait, ça prend et que petit à petit, on va pouvoir, tu vois, là, c'est le geste que je fais à la vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera montré en vidéo ou si ce sera que de l'audio, mais tu peux prendre un petit peu de recul et t'apercevoir qu'en fait, la classe se met à vivre avec toi, pas sans toi, hein, avec toi. Je pense à des débats. Moi, je fais beaucoup de débats interprétatifs sur les textes littéraires. Par exemple, les professeurs de français qui voudraient se lancer un peu en collaboratif, il y a un outil tout simple qui s'appelle le débat.
C'est-à-dire que tu as posé des petites questions sur vous auriez été à la place du personnage, là, qu'est-ce que vous auriez fait? Toi, elle est bête la question, mais elle est très collaborative. Elle n'est pas figée comme on peut l'avoir dans les manuels de français. Et là, il y a plein de choses qui se disent. Ah oui, toi, tu. Ah oui, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, dans le texte, je trouve que chacun il va de son interprétation. Un peu comme, tu vois, on va au cinéma tous les deux, on sort, on va parler du film. Bon, bah, on fait la même chose. Situation authentique. C'est-à-dire, là, pour le coup, moi, j'ai besoin d'avoir ton opinion sur le texte. J'ai besoin d'avoir tes impressions sur le texte. Je n'ai pas juste besoin de vérifier que tu l'as compris, parce que ça, il faut bien le faire en amont, hein. Les élèves en difficulté, ils ne pourront pas rentrer là-dedans s'il n'y a pas comment dire, la compréhension littérale. Mais à partir du moment où cette compréhension littérale s'est faite, le collaboratif pour du français en pratico-pratique qui ne demande pas une grosse installation, c'est allez, donnez-moi vos impressions sur ce texte. Quitte à les aider un petit peu en mettant des impressions au tableau ou des émotions. Et derrière, d'aller les justifier, tes émotions. Ah ben moi, franchement, ce texte, je me souviens, ça m'est arrivé il y a, alors là, pour le coup, il y a presque 20 ans au lycée. Donc, tu vois comment ça infuse les choses. Je faisais un remplacement en première. Ils avaient, donc moi, la remplaçante, elle avait déjà blindé son chapitre, je ne pouvais pas amener autre chose. Ionesco, le roi se meurt. L'élève arrive, il me dit, alors je leur dis, mais t'as pensé quoi du texte? T'as aimé ou pas? Il n'y avait rien de révolutionnaire dans ce que je disais. Et là, le môme me dit, non mais monsieur, c'est n'importe quoi ce texte. Il y a un radiateur dans le château, on est au Moyen-Âge. Puis le roi, il est tout seul, tout le monde s'en fout. Et en même temps, il raconte mais n'importe quoi. Bon, en fait, le gamin, ce qui était extraordinaire, c'est qu'en partant de ses impressions, de son ressenti, de ses émotions, je lui ai dit, bah, tu as fait l'analyse du texte. Il me dit, mais il est absurde ce texte. Bingo kiki. Ionesco, théâtre de l'absurde, anachronisme. Après, tu as le droit de ne pas aimer le texte, hein. Mais en tout cas, tu l'as pigé. Et en même temps, tu as compris ce que voulait faire Ionesco. Enfin, ce qu'a priori Ionesco voulait faire. Ben voilà. Moi, ça a mis des années avant d'arriver, parce que moi, je fais partie d'une génération où à l'IUFM, on me disait ne partez pas des impressions de l'élève, faites attention avec les émotions. On avait encore peur des émotions. Et les neurosciences nous ont fait comprendre depuis la lecture d'Alain Damasio, l'erreur de Descartes, qu'en fait, le cerveau tel qu'il est fait, les zones d'émotion et les zones, on va dire, de mémoire périodique, procédurale ou autre, tout ça, c'est tout imbriqué. Et donc, en fait, c'est pas. Et Descartes l'avait pigé, parce qu'on lit mal Descartes quand il parle des émotions. Non, non, et par rapport aux animaux. Très, très clairement, il faut partir de ses émotions. Parce que nous, quand on lit un bouquin, et que j'échange, par exemple, avec toi, parce que j'ai adoré un livre, si ce n'est pas mes émotions qui sont derrière, c'est quoi? Et si en cours, un gamin, à un moment, fait ça, ça veut dire qu'il s'implique. Ça veut dire que ça y est, quoi. Il est pris dans le texte. Et il peut l'aimer, pas l'aimer, parce que ça aussi, gros conseil, simple, efficace à mettre en place. On a le droit de dire aux élèves, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on est en train de faire. Par contre, vous n'avez pas le droit de ne pas le travailler, vous n'avez pas le droit de ne pas l'avoir compris. Parce que ça, c'est de la fainéantise et c'est du refus de travailler. Et ça, par contre, ce n'est pas possible. Parce que tes élèves, tu es là pour ça. Par contre, derrière, tu as le droit de ne pas aimer. Mais par contre, tu me dis pourquoi. Et à partir du moment où il y a ce sentiment de liberté, il n'y a pas de souci dans la classe. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas d'opposition. Sauf si l'élève vraiment n'a pas compris. Ça peut arriver là aussi. Mais tu vois, le débat interprétatif, il n'est pas que en français. On peut très bien. Je veux dire, je pense à des situations authentiques en histoire géo. Je veux dire, tu es esclave à Rome, comment tu réagis? Et là, dans ces cas-là, il y a un petit travail de recherche historique, c'est-à-dire un esclave, qu'est-ce qu'il avait le droit de faire, de ne pas faire. Enfin, et là, d'un seul coup, vu que tu te mets à la place d'eux et que tu fais démarrer un peu l'empathie, bon, je vais dire ton cours. Quand tu fais réviser les gamins en devoir fait, parce qu'on peut faire du collaboratif en devoir fait aussi, quand on révise un cours. L'autre jour, ils avaient en cinquième la réforme, Luther. Dit comme ça, il y en a certains qui vont se faire N'empêche que Luther, quand tu amènes un petit peu la personne, il luttait contre des inégalités. Bon, si toi, déjà, dans ton cours, tu arrives à montrer qu'en fait, tiens, il y a des choses qui te gênent dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui se trouvent inégales ou autres, et paf, tu connectes un petit peu avec un état d'esprit, et après, tu dis, tu vois, lui, il y a quelques siècles, ça véritablement, ça le gênait. Tiens, mets-toi à la place de Luther. Tiens, il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? C'est exactement la posture que je leur donne, moi, en lettres, quand je leur dis, mais à la place du personnage, tu aurais fait quoi? Et alors ça, tu peux, mais dès la sixième, parce que parfois, certains te disent, ouais, mais dis donc, c'est peut-être ambitieux pour tes gamins. Non, tu fais le débat interprétatif. Au contraire, les gamins, ils adorent discuter. Et ils adorent avoir l'initiative. Et là, à ce moment-là, derrière, tu notes tout. Et là, les premières réponses qui avaient été données sur le cahier à la première question, à la place du personnage, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce qu'il faut faire écrire quand même individuellement avant d'être tout de suite dans le débat. Là, il y a eu le débat. On a noté diverses choses. Maintenant, reprends la question et en fonction de tout ce que tu as écouté, fais ta réponse.
Et derrière, alors là, je peux te dire, tu peux ouvrir le manuel et mettre les questions, ça fonctionne mieux. Parce que le gamin, il a compris et en même temps, il a partagé. Et ça c'est du collaboratif à mes yeux. Et qui ne demande pas, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, une grosse installation que pourraient être les îlots, par exemple. Parce qu'encore une fois, moi, il y a 8 ans, j'étais vraiment en flip. Mon premier cours, je me disais, mais... Et en plus, les outils que j'avais à l'époque, bien sûr, étaient assez primaires. Et j'avais été chercher en plus une salle qu'on m'avait laissée, il n'y avait personne dedans, parce que je voulais vraiment garder les îlots tels que j'y avais réfléchi. Et j'étais dans une ancienne salle de techno. Donc en plus, les élèves, quand ils arrivaient, tu vois, ils étaient désarçonnés. Attends, je suis dans une salle de techno, c'est disposé comme ça, parce que ça aussi, il faut faire gaffe. Hein. Le gamin, tu sais, les rituels, tous les autres cours, ils sont en randonnion, le prof fait le cours magistral, et toi, tu arrives, et qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sais, ça peut être hyper déstabilisant pour un gamin. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien expliciter au départ pourquoi tu as choisi ça. Que tu vas leur laisser des initiatives, qu'il va falloir qu'ils nourrissent eux aussi le cours, qu'on va nourrir le cours, parce que moi aussi, je vais le nourrir. Je ne vais pas me mettre en posture. Tu sais, le gros danger de ceux qui font de la fausse pédago collaborative, c'est en fait les imposteurs, qui font beaucoup de mal d'ailleurs à la pédago collaborative, qui disent, voilà, allez au travail, lancez-vous, faites ce que vous voulez. La pure démagogie. Hein. Et ça, je l'ai vu. Et c'est les mêmes qui, des fois, peuvent aller défendre de manière virulente et voire même pertinente la pédagogie collaborative. Sauf que pour les collègues qui sont autour et qui voient ça, c'est un mal fou. Parce que faire de la pédagogie collaborative, à un moment, quand on a laissé un petit peu d'ouverture comme ça, et que petit à petit, on est de plus en plus en confiance, eh bien, on devient de plus en plus ambitieux. Donc, je terminerai vraiment en disant que les nouveaux et nouvelles collègues qui voudraient se lancer là-dedans, humilité, utilisez ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Ça peut être sur un cours, ça peut être sur une semaine. Et puis petit à petit, si ça vient, tout de suite, tant mieux, mais ça peut venir dans 10 ans, bah vous verrez, quoi, il n'y aura qu'à tirer le fil. Et là, pour le coup, mais moi, alors maintenant, c'est là que je sens qu'il faut que je remodèle encore mes îlots. Mais je peux te dire que la première année, quand je les voyais se lancer dans des débats, parce qu'après, hop, on peut lancer aussi des débats à gauche, à droite, et puis voilà, les îlots te permettent énormément de choses. Mais tu sais ce que c'est le plaisir d'un seul coup, de t'arrêter et de les regarder bosser. Et toi, tu es là et mais alors, une espèce de joie à l'intérieur qui était mais très profonde. Et où tu te dis pas, ah ouais, j'ai réussi. Tu te dis juste, oh, ils sont tous au boulot et ça se passe bien et en plus, ils ont l'air d'être contents. Ah, ça fait du bien, quoi. Par contre, attention, il y a aussi les moments où ça avait super bien mordu les 2 premières séances écriture collaborative. La troisième, purée, dans un groupe, ça se déglingue complet. Ben voilà, ça arrive. C'est comme dans la réalité. Donc voilà, c'est pas parce que d'un seul coup, tu as l'impression d'avoir touché le Graal que tu vas le garder. Voilà, faut être humble même quand ça fonctionne. Et je terminerai là-dessus, surtout quand ça fonctionne.